Nous recevons aujourd'hui l'hydrologue et chercheuse Emma Aziza, nous avons le plaisir ou le loisir d'entendre assez régulièrement maintenant sur les médias, sur les problèmes de l'eau, notamment concernant l'information sur les sécheresses qui menacent la France cet été, entre autres. Mais elle parle de ce sujet depuis déjà de plusieurs mois et elle le traite depuis plusieurs années. C'est une grande spécialiste qui nous rejoint aujourd'hui. Merci Emma. Je fais ton très court CV, tu le compléteras toi-même. Merci beaucoup de nous accorder cette petite heure. Je propose aux journalistes de commencer dès à présent à envoyer leurs questions, à poser leurs questions sur le fil de discussion pour gagner un petit peu de temps et de façon à pouvoir passer la parole tout de suite à Emma et qu'elle nous dise son constat pour l'Association des journalistes de l'environnement. Emma, c'est à toi. Merci beaucoup Esther. Bonjour à tous, enchantée, ravie d'être là parmi vous. Ce que je peux vous proposer, c'est peut-être ce regard que j'ai pu porter sur le fait d'avoir couvert l'actualité des sécheresses depuis 2017 et ce que j'ai constaté en réalité d'année en année. La manière dont les choses ont évolué, des choses qu'on n'attendait pas, que ce soit d'ailleurs en matière de sécheresse ou en matière d'inondation, puisque j'ai fait mon doctorat sur le risque de crue éclair. Et donc, effectivement, je vois qu'en fait, aujourd'hui, on a une nouvelle forme de réponse hydrologique des territoires, des nouvelles formes de sécheresse. Et c'est un peu cette histoire que j'ai envie de vous proposer, de vous raconter. Donc, vraiment, ça fait 5 ans qu'on accumule en fait une somme au départ de signaux faibles et là vraiment ça se transforme et surtout avec l'année 2022 qui démarre dans des formes d'avertissements assez concrets et pour moi la bascule se joue en 2017. En 2017, on va avoir de 2014 à 2017 de plus en plus d'états de sécheresse qui s'installent sur la France, mais c'est encore à peine perceptible. On n'a pas à ce moment-là de chute drastique de rendement agricole, donc c'est quelque chose qui n'est pas visible. Et puis 2017, c'est une année où la sécheresse va durer jusqu'à fin décembre. Et donc, en fait, on va avoir toute la période automnale et le début de l'hiver, où normalement le pourtour méditerranéen subit des crues éclairs. Et bien là, il ne va pas y avoir une seule goutte de pluie. Il va y avoir peut-être 2 millimètres qui vont tomber sur Nice. Et donc, on voit comme ça une sécheresse très perceptible durant l'hiver. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Parce que dès le mois d'octobre et jusqu'au mois de mars, on est dans la période de recharge des nappes phréatiques et donc effectivement, on va avoir un déficit qui va être très marqué et on va basculer, je me rappelle encore avoir fait un plateau télé sur la sécheresse, 3 jours après, on basculait sur les inondations de la Seine. Et là, on va vivre à l'inverse 3 semaines d'inondations assez historiques qui font suite à l'inondation, j'ai envie de dire presque éclair, rapide, de la Seine au mois de juin 2016 que personne n'avait vu venir. Et donc là, on va vraiment avoir une crue hivernale avec 3 semaines de précipitations intenses et une crue très notable sur le bassin de la Seine. Et donc, en fait, on va démarrer le mois de 2018 en étant plutôt assez confiant sur les territoires, en se disant qu'en réalité, eh bien, ce qui s'est passé en 2017, c'est sans doute un artefact du climat, comme on en a toujours eu. On a toujours eu des émeutes de subsistance dans toute l'histoire de la France, des famines liées aux sécheresses. On a traversé le Rhin à pied en 1303, tellement il n'y avait plus une seule goutte d'eau. Donc, en fait, on a toujours eu une variabilité climatique naturelle qui s'explique et qui d'ailleurs se calcule avec des termes probabilistes. En 2018, lorsqu'on démarre cette saison printanière, donc on se démarre plutôt assez confiant et il va y avoir quelque chose qui va se jouer. Il va y avoir 16 jours de canicule qui vont arriver entre le 24 juillet et le 8 août. Et donc, on se rend compte qu'on va avoir une conjonction d'événements. On a premièrement, durant la période de reprise de la végétation, durant le printemps, on va avoir des vents très secs avec un espèce d'effet de sèche-cheveux qui fait que le flux d'évaporation naturelle va être décuplé. Et donc déjà, les plantes qui vont chercher cette eau dans les sols, eh bien, vont devoir aller en chercher toujours un peu plus parce qu'à chaque fois, on va avoir ces vents secs qui vont assécher les sols. Et donc,
tout ça va accentuer le phénomène, mais c'est surtout la canicule qui fait que 2018 va être une année historique de sécheresse, comme 2017, avec un scénario complètement différent. Et donc, on voit qu'on va basculer à nouveau dans quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas. Et quand on va aborder 2019, de la même manière, on va aborder 2019 avec plutôt une bonne recharge hivernale. Et là, c'est vraiment le mois de juin, avec les 46 degrés atteints dans les gares et les 42 degrés sur Paris, qui vont nous montrer qu'on va avoir de nouvelles formes de réaction du territoire. Et donc, en fait, on va avoir quelque chose que moi, j'essayais d'analyser comme une forme de sécheresse assez prononcée. Mais là, ce qui va se passer, c'est que, et d'ailleurs la littérature scientifique aujourd'hui en parle au niveau international, on se met à parler de sécheresse éclair, c'est-à-dire que ce sont des sécheresses qui normalement mettent plusieurs mois pour s'installer, mais là, elles vont mettre quelques jours. Et en l'espace de quelques jours, les sols vont se retrouver asséchés, les nappes vont au fur et à mesure, puisqu'on va avoir un déficit de pluie, étant donné que les nappes phréatiques sont connectées en permanence avec les rivières, eh bien, on va avoir les rivières qui ne sont plus alimentées en eau, vont aller se servir dans les nappes et on va avoir des niveaux de nappes phréatiques qui vont chuter de manière drastique. Et donc, parmi les éléments nouveaux, on va avoir par exemple des feux de récolte en Picardie. Ça, c'est quelque chose qui est absolument nouveau parce que la Picardie n'est pas habituée aux feux de forêt. Et j'ai été auditée il n'y a pas longtemps par le ministère de l'Intérieur qui m'expliquait qu'il fallait 3 à 5 ans pour commander, pour faire un appel d'offres et commander un Canadair. Et donc, en réalité, on n'est pas encore prêt à ce qu'on ait des feux dans le nord de la France parce que durant la période estivale, toutes les colonnes de sapeurs-pompiers sont renforcées plutôt sur le pourtour méditerranéen et sur la Corse et absolument pas sur excusez-moi, il y a des travaux, vous m'entendez bien quand même? Attendez. Oui, oui, on Oui, t'entend très bien bien. quand même. Ouais. Vous entendez la perceuse ou ça va? Malheureusement, oui, mais on fera avec Alors, un petit peu. excusez-moi, c'est les joies du direct. Hop. Bon, j'espère que ça va s'arrêter. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, en tous les cas, ce sont des scénarios absolument nouveaux qui montrent quelque chose qu'on n'attendait pas, mais chaque année, on rebascule en fait dans une année de sécheresse historique. Et donc, donc au-delà des la trentaine de feux de forêt qu'on va avoir, on va avoir notamment une vingtaine de points de départements qui vont avoir des problèmes d'approvisionnement en eau. Et excusez-moi, je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe. Ça rajoute un peu de folklore. Et donc, on va avoir notamment 85 départements qui vont se retrouver dans des restrictions sévères et une vingtaine de départements qui vont avoir des problèmes d'approvisionnement en eau. J'entends bien, donc c'est pas de problème. Vous m'entendez bien? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que on se retrouve dans une situation assez nouvelle parce que vous m'auriez demandé si en 2015-2016, on pouvait se retrouver avec des territoires qui ne seraient pas alimentés en eau potable. Je vous aurais dit que c'était de l'ordre de la science-fiction parce que la France est un pays tempéré, il pleut à peu près 512 milliards de mètres cubes d'eau, il y a quand même une assez bonne répartition entre les grands utilisateurs de l'eau que sont l'agriculture, les industriels et l'énergie. Et donc, en fait, jusque-là, nous n'avions pas de conflit majeur lié à la question de l'eau en France. Et donc, le fait de voir à un moment donné un problème d'alimentation en eau et l'arrivée de camions-citernes dans certains villages, va déjà montrer la vulnérabilité de certains territoires à la question de l'eau, alors que d'autres, au contraire, vont se trouver absolument protégés. Donc, tous les territoires connectés à des nappes profondes qu'on appelle interstitielles, des nappes fossiles, notamment le bassin parisien, peuvent subir plusieurs années de sécheresse sans qu'il y ait une atteinte de la ressource directe. D'autres territoires qui ont des nappes extrêmement fragiles en surface, elles vont être très, très réactives. Et donc, à ce moment-là, elles vont révéler une nouvelle forme de vulnérabilité. Donc
Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on arrive en 2020 à ce moment-là. Pareil, on va avoir un mois de juillet qui va être le plus sec, mesuré depuis 1950. On va avoir des canicules intenses. Et là, on va commencer à avoir des dégâts forestiers qui vont s'annoncer un peu partout, tout simplement parce que les forêts viennent de subir 4 années historiques de sécheresse cumulées. Et donc, ça, croisé à des effets d'eutrophisation, vous savez, l'eutrophisation, c'est lié à la température de l'eau dans les rivières. Et donc, à un moment donné, entre le taux de phosphate et de nitrate font que le développement d'algues asphyxie l'eau et donc vous retrouvez en général des poissons le ventre à l'air. Et donc ça, c'est des phénomènes qu'on va commencer à retrouver de plus en plus en 2020. Donc à ce moment-là, commencent à apparaître de nouvelles autres formes de questions. Notamment, on a beaucoup parlé de la question du nucléaire comme une solution décarbonée, facile, efficace, déjà installée dans nos territoires. Le problème, c'est que, en tous les cas, pour les formes de centrales nucléaires qui ne sont pas aérofrigérées, auto-aérofrigérées, mais qui derrière utilisent l'eau des fleuves pour pouvoir justement refroidir les circuits, eh bien, il va y avoir ce problème qui va se poser entre le fait de conserver une alimentation électrique pérenne dans cette période critique où on utilise énormément de systèmes climatisants, de climatisateurs, et à la fois la question de la biodiversité et de l'équilibre du cours d'eau. Et donc, on se retrouve comme ça dans quelque chose d'assez nouveau qui se dessine. Et quand on regarde 2020, 2018 et 2019, on a les 3 années les plus chaudes qui n'ont jamais été recensées en France. Donc, on voit qu'en fait, on n'est plus à ce moment-là dans une variabilité climatique où on pouvait avoir une année de sécheresse, une année de très grandes inondations, mais on est sur une tendance qui se marque de plus en plus. Et l'année 2021 va venir après. L'année 2020 va connaître 16 mois consécutifs de records historiques de température. Et quand on va arriver sur l'année 2021, on va se retrouver à nouveau avec un début du mois de juin très sec, des marqueurs qui semblent nous indiquer qu'on va sur une nouvelle année de sécheresse. Et c'était sans compter le fait qu'on va avoir un dôme de chaleur en Scandinavie. On a des températures très élevées dès le printemps. D'ailleurs, à 1000 km au nord de Moscou, dès le mois de mai, on se retrouve avec des températures de l'ordre de 30 degrés. Donc, on voit qu'on a cette anomalie thermique qui se développe plutôt sur l'Arctique. Et donc, ça va engendrer le décrochage d'air froid qui vont venir du vortex polaire et qui vont générer ce que l'on appelle des gouttes froides. Des gouttes froides, c'est des anomalies de température qui se trouvent très haut en atmosphère. Et donc, en fait, ces gouttes froides génèrent dessous des dépressions qui vont amener des pluies importantes au déplacement incertain. Et plus ces dépressions vont rencontrer et vont pousser un air chaud, plus à ce moment-là, la condensation va être puissante. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Cette goutte froide va traverser la France, va rencontrer à la fois l'air chaud de la mer Méditerranée, mais aussi de la mer Adriatique. Cette dépression ne va pas avoir le choix que de remonter, bloquée par l'anticyclone qui se trouve sur la Scandinavie, et elle va remonter dans 2 endroits parce qu'elle n'a pas le choix, c'est l'Allemagne et la Belgique. Et c'est ce qui va engendrer les inondations terribles que l'on a vécues au mois de juillet. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'à la fois, ces anomalies de température en mer Méditerranée et ces anomalies que l'on a au niveau de la Scandinavie génèrent un temps particulièrement maussade et pluvieux durant l'été 2021. Et donc, pour beaucoup de gens, parce que ce qui est essentiel, c'est de comprendre aussi la perception du grand public, on va avoir le sentiment que cette année particulièrement pluvieuse fait qu'on a eu une série de sécheresses, certes, il y a eu des dommages, certes, agricoles, mais en réalité, là, on fait face à un trop d'eau, d'ailleurs avec des risques derrière de pourrissures au niveau agricole. Et donc, en fait, on se rend compte qu'on bascule d'un extrême à l'autre, mais que tout est lié. Et lorsqu'on regarde la France, vous avez en fait une sorte de dôme bleu, et tout autour, vous allez avoir vraiment les Pyrénées-Orientales, l'Aude et la Provence, qui, elles, ne vont pas connaître une seule goutte de pluie. Donc, qui, elles, vont être en accord avec les prévisions qui avaient été faites par les modèles de Météo France, qui étaient de dire il y a 50% de chances qu'on ait un été plus chaud et plus sec. C'est ce que prévoyaient tous les modèles.
Et ces gouttes froides sortent des modèles. Il faut comprendre qu'elles ne rentrent jamais dans les modèles. C'est pour ça qu'on ne sait pas bien prévenir les crues éclairs. C'est parce que justement, on n'est pas capable de modéliser ces anomalies de température très haut dans l'atmosphère dès qu'il y a une goutte froide. Et donc, en réalité, on voit que sur toute cette zone qui ne va pas être concernée par des pluies en France, on va continuer à avoir des sécheresses. Les Pyrénées-Orientales et l'Aude vont connaître notamment des alimentations en eau potable via des camions-citernes, puisqu'on se retrouve vraiment à la limite finalement de la gestion possible du territoire. Et donc, dans le Var, on va avoir des feux qui vont être absolument incontrôlables. Et tout autour, si on regarde, on a une vague de chaleur en Espagne, on a la Tunisie et l'Algérie qui vont vivre des records de chaleur historique. On va avoir 48,8 degrés en Sicile. On a la Grèce qui va vivre des feux sur Athènes. Donc, on voit que partout, nous avons des anomalies de température extrêmes. Mais la France, elle, est située majoritairement sur la métropole, sous finalement des pluies très froides et un temps plutôt brumeux et pluvieux. Et donc, voilà, simplement pour prendre un petit peu ce recul nécessaire pour montrer que l'année 2021, en réalité, allait dans la même logique et dans la même dynamique que ce qui s'est produit avant. Et donc, cette année 2022, elle nous montre quelque chose d'absolument nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que nous n'avons quasiment pas eu de recharge de pluie durant l'été, durant l'hiver. C'est-à-dire qu'on va avoir une anomalie, un déficit de pluie au mois d'octobre et au mois de novembre. On va avoir beaucoup de pluie en décembre, mais tout de suite, on va basculer de janvier, février, mars et avril dans des déficits historiques qui sont variables, mais à peu près en moyenne de 40% et qui peuvent atteindre localement 70-80%. Et donc, ça nous montre quelque chose d'encore nouveau cette année, c'est qu'on n'a pas encore, on commence et on risque d'avoir la semaine prochaine une nouvelle vague de chaleur, mais on démarre plutôt une année sans ce que l'on avait jusque-là, qui ont pourtant été des années historiques de sécheresse, c'est-à-dire sans cette recharge des nappes phréatiques qui normalement nous permet de tenir dans le temps. Donc, il y a quelque chose qui se joue là et qu'il va falloir regarder avec beaucoup d'attention. On espérerait presque qu'il y ait un décrochage justement d'articles qui permettent d'avoir des masses pluvieuses d'arriver. Mais on se rend compte qu'on est sur une France qui devient fragile, une France qui était normalement un peu cette ceinture entre les pays humides au nord et les pays secs au sud, entre l'Espagne et la Belgique quelque part, où même la Belgique cette année est concernée par une sécheresse historique. Il y a 2 ans, elle a été concernée notamment par cette sécheresse historique. Et donc, on voit que ces pays qui semblaient tellement tempérés, tellement pluvieux et qui semblaient complètement à l'abri, en réalité, de risques de sécheresse, eh bien, sont de plus en plus marqués. Je pense notamment au Canada, qui s'était estimé complètement à s'affranchir de problèmes, parce que quand on traverse un cours d'eau au Canada, on a l'impression de traverser une mer, tellement leurs fleuves sont gigantesques. Et en réalité, on se rend compte qu'il va y avoir la conjonction là-bas encore de problématiques où on va faire face à des inondations majeures qu'ils avaient oubliées. Leur territoire en avait toujours vécu, mais ils les avaient oubliées et elles sont de plus en plus marquées. Et puis, on va alterner avec des périodes de très forte sécheresse où même le Canada se met à irriguer. Et donc là, il y a vraiment une question qui se pose sur ce monde un peu nouveau vers lequel on va, puisque nous avons de nouveaux scénarios. Et donc, on peut se poser plusieurs questions. La première, c'est est-ce que nous n'aurions pas construit, aménagé nos territoires de manière à exacerber la vulnérabilité de cela? Et donc, bien sûr, l'urbanisation, l'anthropisation a clairement son rôle, puisque, en fait, dans ce grand cycle de l'eau que l'on apprend à l'école, il y a ce grand cycle à grande échelle qui s'accélère, c'est-à-dire qu'on va avoir des flux évaporatoires toujours plus puissants, on va avoir des pluviométries plus marquées, et là encore, des nouvelles formes de pluie, parce que le nuage a un pouvoir, une capacité de précipitation encore plus importante qu'elle ne l'avait jusque-là. Et donc, on le voit, je ne sais pas si vous vous rappelez des inondations sur Agen et sur Reims, où on s'est retrouvé avec 80 mm en 1 heure. C'est une signature de pluie qui ne peut générer que du ruissellement. Et donc, on a eu aussi 300 mm en l'espace de 3 heures lorsque l'A9 a été coupée entre Nîmes et Montpellier
on est passé vraiment à la limite d'une catastrophe, on a réussi à électroyer les gens. Donc, on voit qu'à un moment donné, on va avoir des flux évaporatoires très puissants. Le problème de l'eau, c'est que lorsqu'elle s'évapore massivement, eh bien, à un moment donné, l'eau est instable dans l'atmosphère, donc elle va finir par rejoindre des courants, on appelle maintenant des rivières atmosphériques, et des courants prépondérants qui font qu'à un moment donné, par certaines circonstances, elles vont réussir à nucléer des gouttes d'eau. Et à ce moment-là, les précipitations ont des formes beaucoup plus marquées. Et ça, on le voit un peu partout dans le monde. Jusque-là, quand on avait 50, 60, maximum 70 millimètres en une heure, pour avoir, dans mon travail de doctorat, j'avais analysé toutes les inondations sur images radar entre le début des images radar entre 1992 et aujourd'hui. Et donc, on voit l'empreinte que peuvent avoir une inondation. On va se retrouver avec des intensités maximales. Et là, on voit qu'on a une intensité supérieure. Et ce gap supérieur, c'est quelque chose de nouveau et c'est ce qui explique en réalité la réponse territoriale aussi violente, notamment celle qu'on a vécue dans la Tinée, la Vésubie, la Roya sur les Alpes-Maritimes, où on s'est retrouvé avec des projections de modélisation qui prévoyaient 250 litres d'eau, donc 250 litres par mètre carré, enfin millimètre, et on s'est retrouvé avec 500. Donc, en fait, 500 litres d'eau par mètre carré, à un moment donné, le territoire ne peut plus gérer et un territoire qui devient complètement épidermique et qui va se mettre à réagir extrêmement violemment. Donc, voilà un petit peu la lecture que je peux vous proposer aujourd'hui, c'est d'essayer de voir à quel point il ne faut pas s'estimer, je crois qu'il faut être humble et ne pas s'estimer être ce climat tempéré qui reçoit autant de pluie et qui finalement peut continuer le modèle qu'il avait utilisé durant les 30 Glorieuses, parce que en fait, c'est un modèle qui est plus soutenable du tout face à l'évolution de ces températures. On se retrouve à exacerber les erreurs que l'on a fait. Et donc, parmi les erreurs, je parlais tout à l'heure de l'urbanisation, mais il y a la question de ces masses humides, de ces zones humides que l'on a à peu près asséché à peu près 50% des zones humides en France. Le problème, c'est que, alors un peu moins à l'échelle de la France, mais à l'échelle globale dans le monde, 63% des pluies naissent sur les continents. Et il n'y a que 34% des pluies qui naissent depuis les océans et que cette air des masses humides et qui apportent des pluies viennent des continents. Donc on se rend compte que, en gros, 2/3 des pluies viennent surtout du continent, donc viennent de ces boucles de rétroaction de cycle de l'eau qui ne sont plus à très grande échelle, mais qui est un cycle de l'eau qui a été oublié à petite échelle, qui est un cycle de l'eau qui va s'appuyer sur quoi? Sur la qualité du sol à réceptionner l'eau, à recharger les nappes, et notamment sur voilà, est-ce que sa fragilité exacerbe le risque d'évaporation ou pas. Et donc, on se rend compte notamment que cet effet de continentalité que l'on avait notamment en France, qui permettait d'avoir des pluies sur Brest, et ces pluies sur Brest allaient ensuite permettre, en faisant rentrer ces masses d'air humides, dès que vous avez des précipitations, vous avez 65% qui repart immédiatement dans l'atmosphère. Et les vents vont transporter ça en direction des terres, en direction du Grand Est. Et donc, on va avoir une suite de précipitations qui vont se jouer sur les territoires. Et donc, ces pluies qui naissent dans les continents, et là, en l'occurrence, sur la métropole, eh bien, ces pluies ne peuvent à nouveau naître qu'à condition qu'on laisse le temps à l'eau de s'infiltrer, qu'on laisse le temps notamment à ce circuit de se faire. Le problème, c'est qu'on a de plus en plus d'anticyclones, donc de situations anticycloniques. Et la différence entre un anticyclone et une dépression, c'est que c'est déjà le sens. Et donc, en fait, quand vous allez avoir un système dépressionnaire, vous allez avoir des pluies qui arrivent depuis la façade atlantique et qui vont pénétrer dans les terres. Et donc, vous allez amener des masses d'air humides en direction justement du territoire qui vont ensuite pouvoir être pris par le système. Lorsque l'on a des conditions anticycloniques, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir à ce moment-là des vents qui vont partir plutôt de la terre et qui vont emmener le peu d'humidité qu'on a en direction de l'océan Atlantique. Donc, en fait, on va perdre notre humidité. Et c'est ce qui fait la différence, par exemple, à l'échelle internationale, entre le Brésil, qui est un des géants de l'eau mondiale,
Et la Namibie, qui est située exactement à la même latitude, la Namibie a un système aujourd'hui de vents qui vont du continent en direction de la mer, donc il perd son eau. Donc on a une désertification qui s'est jouée il y a 6000 ans et qui aujourd'hui génère justement cette zone désertique. Et puis, vous avez de l'autre côté, sur le Brésil, au contraire, des arrivées de pluie permanentes. Et ces arrivées de pluie permanentes étaient reprises ensuite par la végétation, et notamment par la forêt amazonienne, qui permettait de générer son propre système de pluie en fait, en toute autonomie. C'est comme si on était, vous savez, comme quand on achète des plantes maintenant qu'on met dans des grands pots en verre et qu'on ferme, et finalement, on va avoir ce système continu avec cette humidité permanente qui fait qu'on n'a plus besoin de les arroser. Eh bien, ce système fonctionnait, et donc que ce soit la déforestation massive, que ce soit la perte de nos masses humides, ou que ce soit notamment l'agriculture qui massivement a détruit la matière organique dans les sols, fait qu'on est en train actuellement de perdre notre capacité de retenir l'eau. Et donc, ça pose des questions. Ça pose des questions parce qu'il va falloir agir rapidement, parce que chaque année nouvelle nous annonce en réalité un système qui, pour le moment, est encore à peu près géré. Mais jusqu'à quand? Et jusqu'à quand, pourquoi? Parce que la question, c'est aussi notre assiette. Tous les hydrosystèmes dans le monde ont tous été construits en fonction et gérés. Enfin, vous pouvez aller quasiment dans tous les quatre coins de la planète. Tous les hydrosystèmes et les cours d'eau, les rivières, les fleuves sont aujourd'hui tous complètement canalisés, gérés par des barrages hydrauliques. Donc, vous allez avoir un tas d'ouvrages où tout est fonction de l'utilisation de l'homme, de son utilisation à des fins d'électricité, à des fins d'irrigation. Et donc, on se rend compte que on arrive peut-être aujourd'hui à la limite d'un système qui nous montre qu'il va falloir réagir rapidement. Et de la même manière qu'on a eu cette révolution agricole après la Seconde Guerre mondiale, où on s'est mis massivement à extraire et à exploiter du maïs, je crois qu'on doit se poser aujourd'hui la question de est-ce que c'est un modèle soutenable? Et l'idée, c'est pas du tout de venir focaliser sur les agriculteurs, mais sur le système lui-même. Et j'ai été interrogée il n'y a pas longtemps par vous savez, le Césé, et j'ai un agriculteur qui m'a dit, mais madame, on ne choisit pas ce que l'on plante. Et je crois que c'est bien ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le pouvoir de ce qu'ils plantent, de ce système, et c'est à ce niveau-là, au-dessus, qu'il va falloir réussir à générer une sorte de révolution, peut-être pour alimenter financièrement ces agriculteurs qui sont dans des états de santé mentale déplorables, justement par le fait qu'ils puissent engendrer des crédits carbone avec leur territoire, de la manière dont on pourrait reforester, la manière dont et certaines essences ne fonctionneront plus avec ces températures, d'autres fonctionneront, mais en tous les cas, il faut tester et il faut massivement essayer de réfléchir à ce système. Et donc, pour finir un petit peu sur cette question, j'ai trouvé intéressant le fait de comprendre que le Chili actuellement, et Santiago est une des premières villes qui décide de réduire l'alimentation en eau potable pour ces populations. Et quand on regarde le Chili, on se rend compte qu'il y avait massivement des exploitations de maïs jusqu'à il y a une dizaine d'années. Et donc, le pays fait face à une de ses pires sécheresses. Et quand on regarde un peu partout dans le monde, on se rend compte qu'il y a une vraie corrélation entre ce qui a pu être planté et la manière dont les sols réagissent, dont les sols ne récupèrent plus cette eau, dont finalement cet appauvrissement généralisé, et quand vous croisez à ça le fait qu'on prélève massivement dans les nappes au-delà de leur capacité d'exploitation, on se retrouve avec un système qui est complètement à bout de souffle et qui doit nous poser la question un petit peu de ce vers quoi on veut aller en ayant conscience de ce qui est en train de se passer. Et du fait que, au-delà de la polémique du dernier GIEC qui disait, où certains journalistes ont repris le fait qu'il n'y avait que 3 ans pour agir, et puis certains scientifiques du GIEC qui disent non, attendez, c'est pas 3 ans pour agir, c'est 3 ans pour insuffler la courbe des 1,5 degré, etc. Je crois qu'il faut sortir de ce schéma-là et comprendre qu'il y a vraiment 3 ans pour agir massivement, pour financer un nouveau modèle de société
et surtout essayer de préserver notre résilience alimentaire parce que nous retrouvons face à des problèmes sur le plan agricole, mais à l'autre bout du monde, quand vous regardez un peu partout, il n'y a pas que l'Australie et la Californie. La Californie a vécu sa pire sécheresse depuis 1200 ans et pourtant, on mange encore aujourd'hui aux États-Unis des salades vertes issues de Californie parce que derrière, on tape dans les nappes fossiles. Donc, on va aller taper jusqu'au moment où il n'y aura plus d'eau dans ces nappes fossiles. Et le problème, c'est que l'eau est toujours équivalente en termes de quantité sur Terre. On en perd un peu en haute atmosphère, on en regagne par les comètes, on en perd dans les zones de subduction, on en regagne de l'ovadose dans les zones de dorsale océanique. Mais dans l'ensemble, on a quand même un équilibre qui est quasiment parfait, sauf que ça fonctionne par réservoir. Et ce que l'on a fait, c'est que l'on a massivement retiré de l'eau de tous les réservoirs fossiles. Quand vous regardez les quantités d'eau prélevées dans, par exemple, les nappes qui ont été les nappes fossiles du Sahara en Libye, vous vous rendez compte que c'est des milliards de mètres cubes d'eau qui sont prélevés chaque jour. Et donc, comprendre que ces milliards de mètres cubes d'eau qui alimentent une agriculture difficilement soutenable fait que cette agriculture va utiliser toute l'eau pour la remettre dans l'atmosphère. Une fois qu'elle la remet dans l'atmosphère, eh bien, la vapeur d'eau, il ne faut jamais l'oublier parce qu'on a beaucoup focalisé sur le CO2 à juste titre, mais la vapeur d'eau, c'est le premier gaz à effet de serre sur la planète. 95% des gaz à effet de serre, c'est de l'eau. 4,1%, c'est du CO2. Pourquoi il est essentiel de comprendre cette vapeur d'eau? C'est que jusque-là, on ne la mesurait pas, on ne la prenait pas en compte. Pourquoi? Parce qu'on considérait qu'elle n'était pas importante, parce qu'elle n'était pas mesurable. Le CO2, on peut le mesurer dans les calottes glaciaires depuis des décennies, depuis des centaines d'années même, des milliers d'années, alors que l'eau, la quantité d'eau n'est pas mesurable. Sauf que les derniers chiffres de la NASA, certaines études scientifiques et notamment des thèses de doctorat qui ont été même soutenues en Suisse, pour vous dire que même la Suisse est concernée, montrent qu'on a une colonne de vapeur d'eau qui est toujours plus importante dans la première couche de l'atmosphère. Il semblerait, d'après ces premières études, qu'on perd de l'eau de la haute atmosphère et cette eau, en fait, a tendance à se condenser. Et donc, cette eau que l'on ne mesurait pas parce que trop instable dans l'atmosphère et qui repartait en l'espace d'une semaine, 15 jours, suivant les hydrosystèmes, eh bien, en réalité, elle n'a plus de choix que de rester bloquée dans l'atmosphère parce qu'elle ne peut plus pénétrer dans les sols, elle ne peut plus être récupérée massivement, donc elle finit dans deux endroits. Elle finit par contribuer à la surélévation des océans et elle contribue notamment à accroître notre effet de serre. Et cet effet de serre contribue à augmenter l'évaporation et on est un peu comme un hamster dans une roue en train de tourner encore plus rapidement dans un système qui s'enraye et on est tous en train de regarder le fait qu'il faut absolument décarboner, qui est quelque chose d'essentiel et important, mais on oublie l'importance et la puissance de l'eau et de la manière dont on a déréglé le cycle de l'eau. Et donc, voilà un petit peu mon témoignage que je voulais vous faire aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps il me reste et puis je suis ouverte à toutes vos questions, mais peut-être déjà ce sentiment de ce que je vois et de l'importance qu'on devrait donner à cette question de l'eau, parce que sans eau, on n'est plus rien et que sans cette question du prisme de l'eau, tout le monde pense nucléaire, mais en réalité, si vous n'avez plus d'eau dans vos rivières, ça va être compliqué l'eau. Puis d'ailleurs, on me dit oui, mais à ce moment-là, on a des centrales nucléaires au bord des mers, enfin de la mer du Nord ou derrière des océans. Oui, c'est vrai, mais on n'est jamais à l'abri d'un Xintia, jamais à l'abri d'un tsunami. Il faut savoir que dans les années, je crois que c'était en 1500, 1600, on a eu un tsunami en mer du Nord qui a traversé et qui a ravagé tout Dunkerque. C'est des choses qu'il ne faut jamais oublier. À l'heure où on a vécu Fukushima, et on ne l'a pas vécu il y a 100 ans, Fukushima. Et je crois que pour venir, moi, du monde de la gestion des risques, avant tout, puisque je travaillais surtout sur les risques naturels, avant d'intégrer la question climatique, le risque zéro n'existe pas et on se doit d'être humble et de réfléchir derrière chaque utilisation, qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que nos modes actuels de fonctionnement utilisent de l'eau? Et je vous donne un dernier exemple qui est assez intéressant.
je trouve la rivière des Perles dans le sud-est de la Chine l'année dernière avec une sécheresse historique et en fait, cette sécheresse a conduit à perdre à peu près en moyenne 80% du débit des fleuves. Donc, on s'est retrouvé avec un arrêt des barrages hydroélectriques. Il a fallu aller chercher massivement de l'électricité ailleurs. À ce moment-là, la Chine s'est translatée vers le charbon massivement, sauf qu'il ne faut jamais oublier que le charbon a besoin de cuves gigantesques d'eau pour pouvoir extraire le charbon. Dans une période où il n'y avait plus assez de quantité d'eau, eh bien, elle a fini par aller chercher du gaz naturel liquéfié au Qatar. Voilà, je trouve que cette suite est quand même assez intéressante de réfléchir comment nos modes énergétiques, nos manières de nous habiller, ce que l'on consomme tous les jours, cachent de l'eau derrière. Cette eau virtuelle fait qu'aujourd'hui, eh bien, une kilocalorie de consommée, c'est en moyenne 1 litre d'eau. Lorsque cette kilocalorie est carnée, eh bien, on peut aller sur 3 fois plus, donc 3 litres d'eau. Donc, on voit qu'à un moment donné, il y a peut-être un système qu'il faut modifier pour le rendre pérenne, pour garder cette soutenabilité, j'ai envie de dire, et essayer de réfléchir finalement dans nos modes de consommation à ce qui est caché derrière, ce que l'on utilise, et est-ce que ce modèle finalement est viable ou pas. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Emma pour ce panorama très vaste qui suscite évidemment beaucoup de questions. Alors il y a évidemment la question des bassines qui est posée à la fois par Laurent Miguet et Philippe Garcia, qu'il s'agisse de la Varenne ou de la construction de bassines en général. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un pansement sur une jambe de bois? Est-ce que c'est nuisible à l'environnement? Est-ce que ça ne l'est pas? Qu'en penses-tu? Alors, je pense qu'en fait, il y a deux choses. Il y a une différence entre les retenues collinaires, qui ont toujours été utilisées et qui utilisent en fin de compte la topographie d'un bassin versant et qui vont permettre de récupérer certains écoulements pour ensuite les conserver dans des périodes où il manque de l'eau. Et sur certaines zones, ça peut être vraiment intéressant. Attention à ne pas en mettre partout parce qu'il y a une thèse de doctorat qui a été soutenue pour analyser le système, par exemple, tunisien qui a mis des collines partout. On se retrouve avec tellement de réseaux hydrographiques qui se retrouvent bouchés par ces collines qu'il n'y a plus d'eau à la fin dans le cours d'eau principal. Et donc, on se retrouve avec un vrai problème, notamment de biodiversité. Donc, si on met ce cas à part, je trouve que le cas des bassines est assez symptomatique de notre modèle actuel. C'est-à-dire qu'on va… Et puis, il y a eu deux mensonges cruciaux qui ont été et qui sont encore utilisés tous les jours. Le premier mensonge, c'est la première aberration, j'ai envie de dire, que j'entends de la FNSEA, du monde agricole, c'est de dire il faut récupérer cette eau avant qu'elle ne parte à la mer, parce que si elle part à la mer, elle est perdue. Et donc, je trouve ça aberrant qu'on ne comprenne pas à quel point cette phrase dans son ensemble est complètement stupide, c'est-à-dire qu'en gros, il faut tellement récupérer l'eau pour nous, il faut tellement qu'elle nous appartienne, qu'il faut qu'on la récupère vite avant qu'elle aille à la mer, parce qu'effectivement, de l'eau dans les fleuves, des eaux saumâtres dans les zones estuariennes, le fait derrière de retrouver une quantité d'eau douce dans les franges océaniques, permet justement une somme d'équilibre, une somme de chaînes trophiques, et on l'oublie complètement à des fins très locales en disant oh, j'ai besoin de récupérer toute cette eau, elle est à moi. C'est comme si je vous disais attendez, ne bougez pas, je récupère toute cette terre, il n'est surtout pas question qu'elle aille dans le pays à côté. C'est un peu cette logique-là qui fait qu'on a oublié le fonctionnement même du cycle de l'eau et qui fait que c'est parce qu'on a ce système-là qu'on a ensuite à nouveau des terres qui vont être alimentées. Donc ça c'est une chose que j'ai beaucoup entendue pour soutenir ce modèle agricole. Et puis la deuxième chose que j'ai entendue qui est un mensonge en fait sur le plan technique, scientifique, c'est de dire, parce que ça paraît logique, ça paraît intéressant, c'est de dire on récupère le trop-plein d'eau d'hiver, les eaux d'inondation, les eaux finalement qui ne servent à rien parce que derrière elles inondent tout et on les récupère pour pouvoir la donner à nos agriculteurs, nos pauvres agriculteurs qui n'ont pas d'eau durant l'été. Le problème, c'est que ce système ne fonctionne pas parce que premièrement, une eau d'inondation, c'est une eau turbide qui est remplie de matière en suspension et notamment de bactéries, de problèmes sur le plan phytosanitaire. C'est une eau qui est sale et donc il vaut mieux d'ailleurs que cette eau s'évacue le plus rapidement possible dans l'exutoire
parce que sinon, on se retrouve avec des polluants terribles, parce qu'on a tout simplement un territoire qui est complètement drainé, qui emporte avec lui sur les routes, dans les champs, les intrants agricoles, toutes nos poubelles. Donc, une eau, par principe d'inondation, c'est une eau qui est absolument inutilisable en tant que telle. Et donc, le cycle de l'eau permet justement cette restitution et ce nettoyage. Et surtout, deuxièmement, c'est mathématiquement pas possible. C'est-à-dire que il faudrait que vous ayez une cuvette pour aller sous le nuage exactement et qu'ensuite vous preniez cette cuvette et puis que vous alliez 300 km plus loin pour aller la donner à l'agriculteur. Et là, ça ne fonctionne pas parce que c'est là où il va y avoir une inondation, cette eau ne peut pas être récupérée en tant que telle, si ce n'est dans des barrages écréteurs de crues où effectivement cette eau on va plutôt avoir tendance à faire des lâchers de barrages avant une inondation pour éviter que le barrage soit transparent et que le barrage cède sous trop de pression. Donc en réalité, c'est même complètement l'inverse, c'est-à-dire que c'est juste impossible aujourd'hui de récupérer le trop-plein des eaux d'hiver. Donc, qu'est-ce qui est sous-jacent dessous? C'est qu'en réalité, on va récupérer l'eau dans les nappes phréatiques, des eaux que l'on a soi-disant trop plein puisqu'il y a une recharge hivernale, et cette recharge qui est censée servir à deux choses, c'est censé servir à la végétation, à nos printemps tels qu'on les connaît encore, et c'est censé soutenir en réalité le débit du fleuve. Et donc, en fait, lorsque vous voyez un cours d'eau en plein été qui a de l'eau, c'est que l'eau ne vient pas des nuages, c'est que l'eau vient de la nappe. Et c'est cet équilibre qui est créé, cet équilibre dont tout le système de biodiversité utilise. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié, et c'est un espèce de mensonge qui se transmet et qui a l'air de passer en plus. Et tout le monde a l'air de dire « Ah bah oui, c'est vrai, on a une eau qui est là, qui ne sert à rien d'inondation, autant l'utiliser ». Mais en réalité, mathématiquement, ce n'est pas possible. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on va prélever massivement. Pour moi, c'est un vol d'eau dans la nappe parce qu'on va aller prélever des millions de mètres cubes d'eau, plusieurs piscines olympiques à chaque fois. On va la mettre en superficielle, dans des bâches plastiques, et on va la laisser soumettre à l'évaporation massive, sauf qu'on a de plus en plus de vagues de chaleur, de situations caniculaires. Déjà, on estimait qu'on avait un flux évaporatoire qui était de l'ordre de 20%. On se rend compte, et il y a plusieurs tests qui ont été faits entre la Californie et la France, où on monte jusqu'à 40-50%. Donc, de toutes les façons, cette eau, on va la perdre. Et je me suis dit, mais quel intérêt? Pourquoi ne pas conserver des forages, puisqu'à ce moment-là, on veut forer pour permettre dans ce forage d'alimenter l'irrigation. Laissons l'eau souterraine être protégée, au moins elle n'est pas soumise à l'évaporation et on peut l'utiliser plus longtemps. Et en réalité, quand j'ai creusé la question, je me suis rendu compte que la seule raison unique, qui est la vraie raison, c'est que les arrêtés préfectoraux, lorsqu'on est en phase de crise, eh bien, vous avez le droit d'irriguer si vous avez une bassine, sinon il y a un arrêt net de l'irrigation. Et donc, en réalité, le fait d'aller prélever en souterrain et de le mettre au-dessus vous permet juste d'avoir un passe-droit dans une période où la situation est en crise et où il n'y a plus d'eau dans les nappes. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai suivi plus particulièrement cet été parce que j'avais la carte exacte de tous les positionnements de bassines. Et donc, j'ai suivi l'évolution du niveau de la nappe. Et comme par hasard, fait très bizarre, on se retrouve avec localement la seule nappe qui était la plus en état de détresse et localement le stress hydrique le plus fort et le niveau le plus bas de la nappe se situe exactement sur la nappe où se trouvent toutes les bassines. C'est-à-dire que ces années précédentes à avoir prélevé massivement dans les nappes n'ont pas permis la recharge des nappes. Si vous avez un niveau des nappes qui est trop bas, il va y avoir une restructuration en profondeur qui va se faire des matériaux qui se rejouent en profondeur, et à ce moment-là, on perd la capacité de la nappe de se recharger. Donc, en réalité, pour moi, soutenir ce système, c'est creuser sa propre tombe. Et je trouve ça anormal que, durant ce Varenne agricole, il n'y ait pas eu un hydrologue qui ait pu s'exprimer. Parce que le peu d'hydrologues que je connais, que ce soit au CNRS, à l'ENS, qui ont exactement le même point de vue, c'est-à-dire que c'est juste de la logique quand on sait comment fonctionne une nappe. Et il y a une espèce de logique à dire, mais finalement, on a la solution, on va prélever, tout comme d'ailleurs, j'ai entendu dernièrement des décisions suite au Forum mondial de l'eau qui avaient tendance à dire, mais on a des solutions, on a de l'eau dans nos nappes phréatiques,
Si on a des sécheresses au sol, allons puiser encore plus profondément dans nos nappes phréatiques. Je crois qu'on prélève déjà largement assez dans nos nappes phréatiques. Il ne faut jamais oublier que le croissant fertile entre le Tigre et l'Euphrate était une vallée luxuriante et qu'aujourd'hui, c'est une zone désertique, tout simplement parce qu'on a débuté des erreurs agricoles, non pas hier, mais il y a bien plus longtemps, en allant prélever de l'eau dans les nappes qui étaient trop salées. On a changé le pH des sols, on a changé l'état de salinité et donc, au fur et à mesure, on a désertifié ce territoire qui ne l'était pas. Donc voilà, je crois que j'essaye de répondre en tous les cas à votre question sur les bassines. Pour moi, c'est un non-sens en fait. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de questions. Je remonte. Alors, quelles initiatives de gouvernance régionale de l'eau en France, à l'étranger, vous paraissent les plus adaptées aux défis que vous venez de soulever? Je trouve que ça va être un peu long peut-être pour y répondre. Quid des projets, PTGE en particulier? C'était une question de Thibault Lécuyer. Je les lis déjà. Hein. Ah ouais. Vous disiez il y a quelques années, question de Anne Sardin, une pénurie d'eau totale en France pourrait être un scénario de science-fiction. Est-ce que maintenant, ça semble possible cet été? C'est devant nous. Comme il y a quelques années, alors les gouvernants, question d'Isabelle Sancy, sont-ils à l'œuvre sur ces sujets? Faut-il un nouveau Grenelle de l'eau? Comme il y a quelques années, les lois sur les jachères, ne peut-on demander aux agriculteurs de restaurer et préserver des zones humides sur leurs propriétés? Question de Martine Ballot, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui veulent multiplier les réservoirs? Voilà, ça, oui, c'était ça. Je vais essayer de commencer à répondre à chaque fois. Et Philippe Garcia, donc, Emma Aziza a-t-elle repéré des inepties juridiques dans le droit français que des associations pourraient attaquer et faire modifier pour espérer casser le cercle vicieux qu'elle vient de décrire? Entre autres, il y a encore d'autres questions, mais… Alors, dans les exemples que je peux vous citer, il y a deux choses pour moi. On parle de planification écologique. J'ai fait un plateau il n'y a pas longtemps, on parlait de ce sujet-là. Je crois qu'il ne faut jamais oublier que des plans, on en a beaucoup en France. On a des plans sur les inondations, on a les plans climat, énergie, on a beaucoup de plans. Pour moi, pour les voir sur le terrain en train de se mettre en œuvre, ce sont des roulements qui sont très longs, qui demandent des phases de concertation territoriale assez lourdes et qui créent une sorte d'inertie dans le système. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le système se bloque complètement parce que tout est compliqué, parce que je crois qu'en fait, il faut réussir un peu à décapsuler ça, à rendre beaucoup plus agile ces politiques territoriales et il faut donner une sorte d'ordre de bataille, j'ai envie de dire, très rapide pour faire en sorte, et là je vais essayer de répondre aux questions sur les aménagements qui moi me semblent intéressants. En Australie, il y a une étude qui vient d'être menée par quelqu'un qui vient de soutenir sa thèse, qui était intéressante, qui a montré que le fait d'avoir désimperméabilisé toute une zone urbaine, où on a placé des noues, on a désimperméabilisé les sols, on a permis en fait à l'eau de pénétrer, on a gagné jusqu'à 80% en qualité de l'eau du fleuve à l'aval. Et on a retrouvé des débits beaucoup plus cohérents. Donc on se rend compte que plus on désimperméabilise, et à l'image un peu de cette ville éponge, alors qui est très utilisée par les Chinois, mais je crois que nous, il faudrait qu'on crée un nouveau modèle de ville éponge. Il faut essayer de réfléchir où est-ce qu'on peut débitumer, où est-ce qu'on peut désimperméabiliser massivement, où est-ce qu'on peut faire fleurir, j'ai envie de dire, des mini-forêts, même des arbres fruitiers dans toutes nos villes. Essayer à un moment donné de créer un microsystème avec des essences qui soient capables de s'adapter à ces nouvelles températures. Et en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne parce que, alors ça ne va pas réduire le risque de crue éclair, mais pour les inondations moyennes à lentes, en tous les cas, ça freine largement le débit. Et là, pour le coup, on récupère de l'eau massivement. Une autre question, enfin, quelque chose qui m'a semblé intéressant, j'ai fait une conférence avec des spécialistes dans le biomimétisme qui utilisent un peu l'analyse de la nature. Et il y avait un jeune qui avait développé un système qui paraît très bête, mais finalement hyper intelligent. C'est qu'il installait en fait des pots avec derrière des végétaux à la sortie de chaque gouttière, de chaque immeuble. Imaginez chaque immeuble, chaque gouttière qui à un moment donné permet d'alimenter une végétation massive partout. On crée des îlots de fraîcheur.
derrière, ça permet de récupérer de l'eau qui est normalement polluée, qui part beaucoup plus vite. Donc, en fait, c'est cette question du cycle de l'eau qui, dans les villes, qu'est-ce qui se passe? L'eau tombe massivement, elle ruisselle massivement et elle arrive totalement polluée dans la rivière ou dans le fleuve. Et je crois que c'est ça qu'il faut freiner, c'est-à-dire ce système-là. D'autre part, pour répondre un peu sur le plan agricole, alors là, j'ai fait beaucoup de terrain ces dernières semaines dans différents systèmes agricoles. Je trouve ça fou qu'aujourd'hui, même, il faut imaginer dans le Gard et dans l'Hérault, même des vignes qui normalement vivent sur les terrains secs depuis toujours, aujourd'hui sont irriguées. Et donc, en fait, les racines deviennent feignantes, elles remontent et elles ne sont plus absolument plus aptes à subir une prochaine sécheresse puisqu'elles ne savent plus aller chercher l'eau en profondeur. Et je crois que ça dénote encore là d'un système très court-termiste qui fait qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Donc voilà, pour essayer de répondre, parce que j'ai entendu beaucoup de questions de manière très concentrée, vous dire qu'il faut faire sauter la logique des appels d'offres, même s'il faut sans doute la garder, mais il faudra la rendre beaucoup plus disruptive pour permettre au territoire de se transformer massivement. Sans doute utiliser, on a beaucoup parlé de la décarbonation derrière, des crédits carbone, etc. Il y a quand même tout un système économique, parfois même un peu mafieux, hein, largement vu, mais qui se met en œuvre autour de cette question du CO2. Je crois que ce serait peut-être intéressant qu'on mette en place une mécanique qui permette aux agriculteurs de récupérer ces crédits à partir du moment où eux contribuent à séquestrer l'eau et séquestrer le carbone dans les sols. Parce que là, ils contribueraient en réalité à une œuvre plus globale et en sachant, rappelez-vous ce que je vous disais, où en fait, la plupart des pluies, 2/3 des pluies naissent sur les terres. Donc, si on garde cette eau, on garde nos pluies. Si on perd cette eau, on accélère la sécheresse. Donc voilà un petit peu les modèles qui me semblent essentiels. Après, sur le plan juridique, alors je suis pas juriste, donc ce serait compliqué pour moi de pouvoir vous répondre spécifiquement. Je peux vous donner un peu les inepties pour moi qu'il faudrait modifier. Et parmi, il y a deux grands non-sens à l'heure du changement climatique qu'il faut modifier, de ce que j'ai observé en tous les cas en France. La première, c'est le fait qu'on est dans une phase où il faut demander à tout le monde de faire des économies d'eau. Et d'ailleurs, on le demande tellement bien que tous les gens, enfin moi j'ai vu plein de gens très soucieux du climat me dire oh là là, je donne plus de bain à mon enfant, ça y est, etc. Donc on tombe dans presque l'extrême inverse où faut surtout pas prendre de bain, faut prendre une douche, faut être dans cette logique d'économie d'eau. Et à la fois, quand j'ai rencontré des maires, me dire mais écoutez, moi j'ai aucun intérêt à ce que des maires qui étaient sensibles à une sécheresse majeure cette année, qui viennent de vivre, eux, 50 sécheresses sur la Provence, et donc, en fait, qui arrivent à la limite du point zéro. Et ces maires me disent, je n'ai aucun intérêt à demander à ma population de diminuer par 2 leur consommation, parce que derrière, l'eau paye l'eau en France. Donc, ce sont mes revenus. Et donc, si je perds 50% de mes revenus, alors je vais multiplier le prix de l'eau par 2. Et c'est là où je trouve ça inadmissible de demander aux gens de diminuer par 2 leur consommation en eau, et en même temps de leur laisser un prix équivalent pour soutenir un système, parce qu'effectivement, il faut réparer les fuites, il faut remettre à jour tout le système. Je crois que cet argent, il faut qu'on aille le chercher ailleurs, et donc il faut qu'on sorte de cette mécanique du fait que l'eau paye l'eau. L'eau ne doit plus payer l'eau. On doit massivement limiter notre consommation en eau, et on doit trouver des systèmes qui permettront, que ce soit pour les systèmes privés ou publics, peu importe, régie publique ou pas, derrière de restaurer les systèmes. Et pour moi, la deuxième aberration, elle est plus dans le monde du risque inondation, mais elle est quand même essentielle. Et je n'ai pas parlé du risque inondation aujourd'hui, on pourrait en parler encore pendant longtemps. Aujourd'hui, lorsque vous êtes inondé et que vous voulez reconstruire, en fait, on vous paye la reconstruction, un assureur vous paye la reconstruction, à condition que vous reconstruisiez à l'identique. C'est-à-dire que vous n'avez pas à intégrer le fait que vous avez été inondé, donc vulnérable, et à intégrer toutes les mesures qui permettraient à l'eau de ne pas pénétrer. Et donc là, je crois qu'il y a un non-sens. Et alors, franchement, moi, j'ai beaucoup discuté avec le monde assurantiel et avec les opérateurs de l'eau privée et publique. Ils sont d'accord avec le fait que c'est une aberration. Mais ils sont bloqués dans un système qui existe depuis toujours.
Et ils sont là, presque impuissants, en train de me dire, oui, je suis d'accord, mais en gros, je ne peux rien faire. Et donc, c'est sans doute là qu'il faut qu'on agisse massivement et qu'on modifie complètement les lois, qu'on rende beaucoup plus disruptif cette logique qui fait que, bah non, quelqu'un qui vient d'être inondé, il faut l'accompagner. En plus, le pire, c'est que l'État finance jusqu'à 80% des travaux pour réduire la vulnérabilité d'un bien au risque d'inondation. Donc, on finance la réduction de vulnérabilité, mais si jamais on a été inondé et qu'on veut être remboursé, ben là, on sera inondé, on sera remboursé que si on reconstruit à l'identique. Voilà, un petit peu, pour moi, les non-sens dans lesquels il faudrait que massivement on œuvre pour changer les choses, quoi. Voilà. Et Emma, Véronique Badet demande s'il y aurait une possibilité d'accéder à la carte des bassines, que finalement, je ne suis pas sûre qu'on l'ait jamais vue, cette carte des bassines. Est-ce que c'est un outil public? Est-ce que c'est Alors, une formation publique? Est-ce qu'on peut y accéder? ouais, moi, je peux peut-être pas vous la fournir comme ça, mais par contre, vous pouvez la récupérer. Je pourrais vous donner le lien d'une conférence qui s'est tenue par la Banque des Territoires sur la question des sécheresses et des inondations. Et il y avait un responsable, justement, je ne sais plus si c'était de l'agence de l'eau locale, départementale, etc., mais qui a montré des cartes de bassines. Donc, moi, je les ai récupérées et j'ai comparé ça avec les niveaux des nappes phréatiques. Mais donc, je vous donnerai le lien pour que vous puissiez les récupérer dans la visioconférence qui est libre, qui est ouverte. Merci beaucoup, Emma. A-t-on, question de Gilles Toussaint, Béatrice Héroux, Gilles Toussaint, a-t-on une estimation du risque de voir se répéter des chutes de pluie brutales comme celles qui ont frappé la Belgique en juillet 21, ou cette récurrence est-elle à ce stade aléatoire? Oui, on a un risque qui est très clair. Premièrement, parce qu'on a multiplié par 5 sur ces 15 dernières années le nombre d'événements extrêmes que l'on vit. Donc, on voit très bien qu'il y a une corrélation directe entre la fréquence et l'intensité. Et à partir du moment où on déstabilise avec un air chaud l'Arctique, on a des probabilités très fortes pour que ce vortex polaire puisse se déstabiliser et générer des gouttes froides qui sont toujours à l'origine des catastrophes que l'on a pu connaître sur le territoire. Donc oui, on va sans doute alterner entre les deux parce qu'on a un air de plus en plus chaud, on a cet air froid qui essaye de se maintenir, les deux ne s'aiment pas beaucoup, et donc à un moment donné, il y a un jeu qui se joue entre les deux et qui fait qu'on alterne entre cette forme d'aridification de nos territoires et à la fois, de l'autre côté, des pluies toujours plus massives qui arrivent sur des territoires avec des sols nus, avec, si je suis traversée en train la France pour voir qu'on a la plupart du temps, on a vraiment des zones agricoles qui sont soumises à la baie d'eau directe, donc soumises au soleil du matin au soir, avec des sols qui sont de plus en plus encroûtés et qui ne peuvent absolument pas recevoir l'eau. Les outils agricoles, les engins agricoles sont tellement de plus en plus larges qu'ils créent en fin de compte des fossés et des axes de drainage. Donc, ça crée une nouvelle forme de rivière qui fait que dès qu'on va avoir une précipitation diluvienne, eh bien, on va avoir une réponse au sol directement. Donc, voilà, je crois qu'on va vers ce système-là, mais c'est justement peut-être là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un moyen d'endiguer ça et de transformer ça. Mais ça, il faut s'y prendre maintenant pour commencer à avoir des résultats dans 3-5 ans. Voilà. On arrive presque au bout donc, de ton intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, as-tu pris le temps de publier un ouvrage de vulgarisation sur ces sujets fondamentaux? Est-ce que tu écris un livre, Emma, en ce moment? Ouais. Écoutez, en fait, j'ai passé ces 10 dernières années à tellement être sur le terrain que j'avais du mal à réussir à me poser. J'écrivais partout et finalement, je n'avais jamais le temps de concentrer. Et là, je suis en train de finaliser. Oui, ça sort. Ah bah voilà. C'était une question de Philippe Garcia. Est-ce que d'autres questions des participants qui sont restés tous avec nous jusqu'au bout? Je les en remercie très vivement et surtout Emma pour ce passionnant exposé. On restera avec toi pendant des heures parce qu'on a
plein de questions. Moi, ce que je trouve plus inquiétant, c'est le nucléaire qui est tellement valorisé en ce moment face au problème du réchauffement climatique, alors que toute la problématique de l'eau que ça suppose n'est pas du tout évoquée, comme si l'eau allait continuer à refroidir jusqu'à la fin. J'ai trouvé intéressant, pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai Hum. fait le grand entretien de la matinale de France Inter la semaine dernière où on m'a évoqué la question du nucléaire et j'ai expliqué que toute forme d'énergie qui s'appuie sur la question de l'eau est pour moi une forme de toutes les façons fragile qu'il faut regarder avec attention. Donc effectivement, j'ai eu droit à des pro-nucléaires massifs sur les réseaux sociaux qui sont venus en me disant oh, c'est sans doute une activiste cachée. Et en fait, pas du tout. Il suffit de reprendre un rapport de l'Académie des sciences d'il y a 15 ans qui explique exactement que si jamais les projections climatiques que l'on estime peu probables, mais on envisageait que ces modèles climatiques fonctionnaient réellement, alors la première des choses qu'il faudrait regarder, c'est la question du nucléaire. Et donc, j'ai trouvé intéressant qu'il y ait un article dans Le Monde qui soit sorti hier, qui mette en évidence cette fragilité. L'idée, c'est pas de dire on arrête tout, c'est bien, c'est mal. L'idée, c'est de dire est-ce que derrière, il y a des choses qui se cachent qu'on n'aurait pas regardées? Et je crois que de toutes les façons, la solution miracle, elle n'existe jamais nulle part. Donc, ça me semble un petit peu, voilà, faire attention, à mon avis, à ces critères. Une dernière question de Jean-Luc Fessard. Les intersaisons sont-elles totalement en train de disparaître et va-t-on arriver uniquement un hiver et un été? Alors, oui, effectivement, on est vraiment dans une période où je trouve qu'on vit de plus en plus des années de non-hiver. On a de plus en plus de... Moi, j'ai trouvé ça très inquiétant, la canicule hivernale que l'on a eue, avec 30 degrés de gradient d'écart par rapport à la normale, lorsqu'on s'est retrouvé, je crois que c'était début janvier, avec un temps de l'ordre de 35 degrés. Je crois que c'était vers Biarritz. C'est inquiétant parce que ces 30 degrés, si vous les rajoutez l'été, ça risque d'être compliqué. Donc, en tous les cas, on ira sans doute, vu les masses d'air chaud qui ont du mal à se positionner aujourd'hui et vu qu'en plein mois de mai, la semaine prochaine, on va déjà atteindre 35 degrés, ça me semblerait logique que l'on atteigne les 40-44 degrés au mois de juin, juillet. Et donc, juste peut-être deux choses qui peuvent être intéressantes, parce qu'il y a deux publications qui viennent de sortir scientifiques que j'ai analysées dans le détail et qui viennent raconter ce que je voyais sur la France. La première, c'est cette publication qui parle de crue éclair, non, pardon, de sécheresse éclair. Et ça, c'est-à-dire qu'on donne le terme où, en fait, on explique que partout à peu près dans le monde, on voit une accélération des phénomènes de sécheresse qui se transforment en quelques jours. Et là, c'est quelque chose de nouveau. Et deuxièmement, c'est sur le mode de propagation des sécheresses. En fait, l'air extrêmement chaud et sec dans les premières couches de sol se transmet et se propage comme un feu de forêt. C'est-à-dire qu'il assèche le sol et il est poussé un peu plus loin. Et donc, il va assécher le sol encore plus loin. Et donc, en fait, il évolue avec la même cinétique de propagation qu'un feu de forêt. Sauf qu'on ne voit pas le feu, mais on a un assèchement des terres qui se joue. Et ça, c'est quelque chose que l'on voyait aussi sur le plan agricole et qui aujourd'hui, on a des mots et on a des processus qui sont plus clairs pour pouvoir le définir. Voilà. Merci beaucoup, Emma. Écoute, je te remercie beaucoup pour cette intervention. Je remercie aussi les participants. Je suis sûre que nous aurons l'occasion de te réinviter pour approfondir encore plus tous ces sujets. Je sais que tu avais peu de temps, mais vraiment, on apprécie beaucoup que tu aies pu nous accorder cette heure de discussion très intense. Et puis, voilà, je te souhaite beaucoup de courage parce que je sais que tu réponds à énormément d'interviews en plus de ton activité professionnelle. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Emma. Passez une bonne journée à tous. Merci. Merci aux participants de la JE et d'ailleurs. Merci. Au revoir. Au revoir.